J'ai 3 belles histoires. Allez. C'est un système en gros où vous avez, pardon pour le cliché, mais les femmes qui préparent pour leur mari le repas le midi dans des lunchbox. Ok. Ces lunchbox là, elles sont acheminées à la gare centrale de Bombay, Ok. sur une place centrale. Et vous avez donc les livreurs, les Dabbavala, qui viennent récupérer ces boîtes, qui vont les livrer partout dans la ville. C'est sans technologie, c'est des symboles sur les boîtes, c'est souvent opéré par une population qui est illettrée. Et malgré tout ce côté archaïque, il y a un taux d'erreur de moins de 1 sur plusieurs millions. Et on se dit, bah tiens, il y a un usage qui marche très bien en France et en Europe, c'est le covoiturage. Ouais. Et on se dit, en fait, Blablacar sait déplacer des gens sur des trajets du quotidien. Pourquoi est-ce qu'on ne déplacerait pas non plus des gens, mais des produits? Ok. Et paf, ça fait des chocs à pic. Et donc on recrute des gens, alors qu'à ce moment-là, on n'a pas l'argent pour les payer. Bonjour et bienvenue, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On est à Nantes aujourd'hui, on est avec Amaury et Johan. Salut. Salut, comment ça va? Ça va très bien, il fait beau, donc forcément ça va. La vie est belle, et de toute façon à Nantes il fait toujours beau. Il fait souvent beau, beaucoup plus qu'en Bretagne en tout cas. C'est vrai. Objectivement. Hein. Tu Alors veux que déjà Nantes est pas en démarrer Bretagne. avec le sujet du débat sur est-ce suis que Nantes breton. est en Bretagne? Bon, je suis breton aussi, donc T'es d'où? je suis né à Redon et j'ai ma famille dans le Morbihan. Ah, mais ça se trouve, t'es de la même génération. J'ai un copain, Antoine Civel. Je sais pas si tu connais. Non, tu m'aurais dit Antoine Scholl, je t'aurais dit il y a un problème, il est juste à côté. Il est breton, il est de Vitré, donc mais non, ça me parle pas. Antoine Civel, t'es de quelle année toi? 91. Ah ouais, pourtant. T'es plus. Ah non, tu dois avoir le même âge que lui. Putain, il était à Redon. Mais il y a plusieurs lycées à Redon. Ah mais Redon, moi j'ai fait 4 mois. Je suis né là-bas, puis après je suis parti. T'as vite compris qu'il fallait pas rester. Il y a trop d'inondations. Du coup, on va revenir sur les bases. Donc, tu nous as dit que tu avais regardé au moins le titre, j'imagine. Père Castor, raconte-nous ton histoire. Ok. Donc, en fait, l'idée, elle est très simple. Tu connais le dessin animé? Ouais. Donc, du C'est de coup, ta génération normalement, à peu près. Ouais. Ça, Ok. ça me rajeunit pas, mais oui. en fait, si tu veux, c'est très simple. On va démarrer de ton premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur, puisque du coup, tu fais les deux. Et donc, on va ensuite défiler le rivière ou le fleuve de ta vie. Et nous, en tant que Castor, on va mettre des barrages tout au long. On va te poser des questions. Et par ailleurs, on a des questions qui sont déjà préparées en amont, qu'on a l'habitude de poser. Mais ça va venir si jamais tenter qu'il y a un blanc à un moment donné ou pour étayer la discussion. Donc, on te laisse commencer par ton premier souvenir, en sachant que, juste petite précision, vendre des cerises à 5 ans, pour nous, c'est un souvenir entrepreneurial. Acheter des chaussures en Chine et les revendre, c'est aussi un souvenir d'investisseur. Ok. Ouais, je vais directement partir moi sur le sujet de pourquoi est-ce que j'en suis là aujourd'hui, parce que je pense que c'est quand même vraiment mon premier souvenir entrepreneurial, parce que jusqu'à présent, j'avais pas forcément d'expérience ou de sujet là-dedans. Mais non, pour moi, le premier vraiment point clé d'amorçage sur l'entrepreneuriat, c'est en 4e année d'école de commerce, j'ai un de mes enseignants qui vient faire la présentation d'un concours de création de start-up qui se tenait à Saint-Étienne-de-Montluc, avec un nom assez fun qui est La Startup est dans le pré. Et je me dis, bah tiens, je vais aller faire un tour à cet événement parce que j'entendais parler à l'époque de tout ce qu'on voyait autour des startups, les concours, les licornes, les levées de fonds, etc. Et je me suis dit, bah tiens, je vais aller faire un tour dans ce concours, je verrai comment ça se passe. Pas forcément d'envie très forte au démarrage d'entreprendre, juste l'envie de découvrir. Ouais, Me prendre au curiosité. jeu. Ouais, purement curiosité, vraiment d'y aller comme un jeu. Et à l'époque, je cherche une idée, forcément on va dire de business pour aller sur ce concours. T'avais 22 ans? J'avais 21. 24. T'avais 24 en Ouais. 4e année d'école de commerce? Ouais, j'avais 24 parce que sorti de lycée au Sable d'Olonne, je suis arrivé à Nantes, j'ai démarré en STAPS, j'ai fait la première et la 2e année. Ok. Et ensuite, j'ai rebasculé sur un programme NRC, Ok. puis bachelor, puis master. Négociation, relation client. Exactement. Ok. Bachelor, master, t'as fait où à Nantes? À l'IDRAC. Ok. l'IDRAC, et tout ce cursus-là a été fait en alternance. Ok. Donc, j'ai bossé pendant 2 ans pendant mon BTS sur un golf à Nantes, un néo-golf, Ok. sur des fonctions de développement commercial et marketing. Mon année de bachelor sur une fonction de développement commercial chez un équipementier en pièces de filtration automobile, chez Manfilter, qui appartient au groupe Manumel, qui est basé à Louvernay, à côté de Laval, en Mayenne. Ok. Et après, j'ai postulé chez Blue Green, donc qui est de nouveau une société qui gère des golfs Ouais, en je France connais et en très bien. Europe. Ouais. En Bretagne, il y en a pas mal des Blue Il y en Green. a pas mal, ouais. Et j'ai fini du coup mon master chez eux, puisque l'environnement automobile ne me plaisait pas forcément beaucoup. Ok. Et donc pour revenir à ce sujet du premier point vraiment de démarrage entrepreneurial, donc je rentre dans ce concours-là avec une idée qui était de faire un copycat autour de l'hospitalité VIP dans le sport, donc donner accès à n'importe qui à des prestations un peu plus haut de gamme dans des événements sportifs. Genre, tu payes plus cher et tu peux accéder au salon Rolex, par exemple. Ouais, aller voir sur la pelouse, être à la Ok. sortie du tunnel quand les joueurs de foot arrivent sur la pelouse, etc. Ce genre de choses.
Et donc, le principe du concours, c'était de commencer à bosser sur ton idée le samedi, de présenter l'idée le samedi soir à un jury qui était composé de professionnels, Ça doit etc. être vraiment cool ça. Et ça s'appelle l'abattoir, le moment du samedi soir. Le but du jeu, c'est de se faire un peu secouer. Et donc, je me suis fait bien secouer. Et le dimanche matin, je reviens voir Pierre Alzingre, qui est le fondateur de ce concours, en lui disant: écoute, Pierre, compte tenu des retours d'hier soir, laisse-moi une demi-heure ce matin et puis je représente un nouveau projet en m'inspirant de ce que j'ai pu prendre comme feedback et en m'inspirant du sujet initial. Et Donc, je tu as réfléchi rebosse toute la nuit en amont alors? un petit peu, ouais, ça avait un petit peu Ok. cogité. Et donc, je rebosse le dimanche là-dessus. Et le dimanche soir, rebelote, présentation devant un jury, pour le coup, jury final. Et je remporte le concours. Ok. Avec du coup une idée qui était du programme initial d'hospitalité VIP dans le sport, décalé sur une application qui, avec le même usage que Tinder, te permet en swipant à droite ou à gauche d'avoir accès à des événements sportifs et culturels autour de toi, avec une logique de billetterie, etc. Ok. Donc voilà, je remporte le concours avec cette idée-là. Quelle année? On est en 2015. D'accord. 2015 et partant de ça, je me dis bah tiens, c'était cool, en plus je gagne, enfin ça me coûte rien de essayer de continuer un peu à tirer le fil de cette histoire-là. De cette histoire-là, de la start-up ou de l'idée que tu avais générée dans ce concours? Non, de l'idée, Ok. et je vais voir un de mes enseignants à l'école et je lui dis bah écoute, vu que je suis sur un projet qui est plutôt tech, je vais avoir besoin de développeurs pour développer une appli, etc. Est-ce que tu connais du monde? Et il me dit oui, pas de souci, je peux te présenter à des étudiants d'Epitech parce qu'il était lui aussi étudiant à Epitech. Et donc je vais rencontrer des étudiants. Et ce prof me dit aussi écoute, j'ai un ancien étudiant que j'ai eu dans son parcours scolaire qui a aussi envie d'entreprendre, qui est actuellement en Inde et qui va revenir en France. Vous devriez vous rencontrer juste pour échanger, présenter ce que vous avez dans la tête, etc. Et cette personne-là, c'est ni plus ni moins que mon associé aujourd'hui, qui est Antoine, qui est juste à côté là. Et donc on se rencontre comme ça début 2015. Vous êtes à 50-50 sur les parts? Non, non, non. Non, non, Ok. déjà, on n'était pas 50-50 au démarrage. On ne l'est plus non plus aujourd'hui. Ok. Parce Et, que tu avais l'idée et que tu as été plus avancé, du coup, vous avez eu un deal différent? c'est même un peu différent, c'est que moi, j'avais ce projet, on va dire, applicatif, événementiel, etc. Et Antoine, en Inde, il a découvert un modèle de livraison qu'on appelle les Dabavala. Je ne sais pas si ça vous parle. Non. C'est un système, en gros, où vous avez, pardon pour le cliché, mais les femmes qui préparent pour leur mari le repas le midi dans des lunchbox. Ok. Ces lunchbox-là, elles sont acheminées à la gare centrale de Bombay, Ok. sur une place centrale. Et vous avez donc les livreurs, les Dabavala, qui viennent récupérer ces boîtes, qui vont les livrer partout dans la ville. C'est sans technologie, c'est des symboles sur les boîtes, c'est souvent opéré par une population qui est illettrée. Et malgré tout ce côté archaïque, il y a un taux d'erreur de moins de 1 sur plusieurs millions. Ah oui. Donc c'est extrêmement bluffant. Ça fait rêver. Ouais, c'est assez hallucinant. Il y a un film là-dessus qui s'appelle du coup Lunchbox. C'est une histoire d'amour qui se crée autour de la seule erreur justement de livraison. Ok. Et donc Antoine, ayant découvert ça là-bas, parce qu'il a bossé et vécu en Inde pendant quelques années, il se dit bah tiens, en France et en Europe, il y a certainement des trucs à faire dans la logistique, le transport. Et donc on commence à tirer un peu à gratter le sujet de la livraison du dernier kilomètre, etc., les problématiques sur le transport. Et on se dit bah tiens, il y a un usage qui marche très bien en France et en Europe, c'est le covoiturage. Ouais. On sait qu'on a plein de gens qui se déplacent tous les jours sur Vous le aviez territoire. Blablacar qui avait explosé à ce moment-là? Ouais, il y avait Blablacar qui était en super croissance, en super développement. Et on se dit, en fait, Blablacar, c'est déplacer des gens sur des trajets du quotidien. Pourquoi est-ce qu'on ne déplacerait pas non plus des gens, mais des produits? Ok. Et paf, ça fait des chocs à pic. Magnifique. Moi, paf, c'est fait des chocs à pic. Fin de l'histoire, fin du podcast. Merci. Voilà. Bonne journée à tout le monde. Et vous avez le point de départ de mon côté entrepreneur et le point de départ de Mais Shop Up. C'est hyper intéressant. Ça veut dire que, en gros, vous prenez une idée de quelque chose qui fonctionne ailleurs. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que souvent on dit aux États-Unis, et là vous êtes allé en Inde. Vous avez fait un peu à l'inverse. Ouais, tu as une genèse du côté transport qui est en Inde, et puis après, tu as un modèle malgré tout qui est associé à nos usages plutôt européens, qui est le covoiturage, Blablacar. Et puis après, on a fait des choix aussi de développement de marché où on s'est dit, bah, tiens, sur quel marché on peut avoir la plus grosse récurrence le plus rapidement possible, le plus de flux, la plus forte capacité aussi de tester cet usage-là auprès des gens. Et donc là, on a choisi le marché alimentaire. Donc on a commencé à aller chercher des magasins alimentaires pour proposer ce service-là aux magasins et aux consommateurs. Ok. Hyper intéressant. Et donc, du coup, ça s'est fait entre le moment où tu as fait ce fameux concours, où tu t'es fait abattre à l'abattoir, et cette idée qui commence à vraiment germer. Il s'est passé 2 semaines, 2 mois? Non, il s'est passé une année et demie où on a bossé avec Antoine et du coup avec un étudiant d'Epitech pour avoir cette première capacité technique. Vous êtes 3 associés, du coup? Et le prof, 4. Vous êtes 4 associés 4 là? associés au démarrage. Ok. Et Le prof était dedans?
Ouais, le prof était dedans au départ et il Ah. nous avait dit bah écoute, nous dès que le sujet est lancé et que ça roule, moi j'ai pas de vocation à rester donc Il a pas pris de part. Si, il avait pris des parts à l'époque, mais il est sorti valeur nominale, etc. Donc c'était pas un Sympa. sujet pour lui. Ouais, très sympa, Ouais, très vraiment le élégant. côté relationnel. Élégant, ouais. Très élégant. On peut lui faire une petite dédicace ou pas? Eh ben, un grand salut à Prashant. Voilà. Ok. Il Sympa. suit toujours l'histoire, il fait toujours partie des présentations. On aime bien répéter d'où on vient, comment ça Ok. s'est passé. Et je pense que ça a aussi permis à construire le socle de valeurs qu'on Ouais. a avec Antoine pour la culture de la boîte. Mais, ouais, c'est une belle rencontre. Et du coup, le troisième associé, tu vas nous le raconter, mais il a dû partir si tu n'en parles plus. Ouais, Alexis, à l'époque, donc, qui est étudiant à Epitech, donc il commence à faire les prototypes de l'application. Et lui, dans son cursus scolaire, il part faire un stage à l'étranger, aux États-Unis. Il s'y plaît bien, il rentre en France, il nous dit que potentiellement il a envie de retourner à l'étranger. Et nous, ça correspondait à une phase où on se dit, bah voilà, il faut que tous les éléments moteurs soient à 100% sur le développement. Ouais. Et donc lui, ne pouvant pas être à 100%, on lui a dit, bah pareil, tu sors de Tu l'histoire. fais un choix, quoi. Soit tu Ouais, vas aux tu fais un choix, États-Unis on et... te redonne tes parts à valeur nominale, etc. On était encore au stade où il se passait pas grand-chose. C'était une livraison par-ci, par-là. Il n'y avait pas du tout de croissance et de traction telle qu'on peut l'avoir aujourd'hui. Justement, nous, on aime bien aussi savoir tout ça. Donc, il y a eu cette idée-là. Le nom, il est sorti tout de suite. C'est depuis le début, c'est Shop Hop Hop. Comment c'est Depuis le venu? début, c'est Shop Hop Hop. C'est les chocs à pic, enfin, j'imagine. Non. Non. Non, ça aurait pu, mais non. L'idée du nom, en gros, on s'était fait un petit groupe WhatsApp tous les 4 et on envoyait plein de propositions. Et là, pour le coup, pareil, c'est pas du storytelling, c'est l'histoire vraie. J'étais chez mes grands-parents avec un petit calepin, je notais tout ce qui me passait par la tête. Et à un moment donné, je tombe sur Shop Hop Hop. Et en fait, en décomposant le truc, je me dis, OK, il y a Shop qui fait référence à l'achat. Ouais. Il y a Hop 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 qui est la notion de vitesse, Ouais. donc qui marche bien dans une logique de transport. Ouais. Et on a la ça paraît terminaison. facile, c'est simple, c'est fluide. Ouais, ça- c'est simple, t'as une ouais. rythmique. Ouais. Et on a la terminaison POP qui Ouais. fait référence à la population. Donc en gros, on avait Ok. l'achat livré par la population. Ok, intéressant. Ouais, Shop Hop Hop, comme Blablacar, parler dans une voiture. Enfin, le nom parle Ouais, aussi c'est ça. lui-même. C'est ça. Ok. Alors, la seule limite, c'est que moi, je savais pas mettre combien de P, combien de O. 3O, 3P, et c'est les touches qui sont à côté sur le clavier, donc c'est hyper rapide. Je suis pas le premier à te poser la question. Non, pas le premier. On a du Shop Pop 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 ou du. Enfin voilà, ça part dans tous les sens. On a aussi de la petite blague sur non pas les Choc à Pic, mais les Choco Pops. Ouais, Donc, Ok. c'est voilà. un mélange des deux. Est-ce que ce que dit Amaury, c'est un truc auquel j'avais pas pensé, mais est-ce que ça a un impact sur votre référencement, sur des stratégies que vous avez mis en place, c'est-à-dire d'anticiper les fautes d'orthographe de certains? Non, Pas sincèrement, non. On Non. s'est pas posé ces C'est pas un questions-là à l'époque. Après, tu travailles ton Maintenant, mais référencement. aujourd'hui, est-ce que Non. vous le prenez en compte ou pas du tout? Non, pas du tout. Vous Non, faites non, jamais de faute volontairement à votre nom pour être T'as référencé? pas acheté le mot Shop Hop Hop avec un C, par exemple? Non. Ok. Non, on a que les noms de domaine, on va dire, sur l'orthographe, la bonne orthographe. Ok. On s'était pas posé ces questions-là à l'époque. Par contre, on s'était dit, il nous faut quand même un nom qui puisse fonctionner dans une dynamique un peu à l'étranger. Ok. Donc, pas être sur un nom trop Ouais. français, parce que dès que tu veux exporter, ça peut être compliqué. Là, Shop Hop Hop, ça marche bien en italien, en espagnol. Oui, surtout si tu veux miser sur la même marque. Parce que tu pourrais dupliquer le modèle avec une autre marque, mais si tu veux tout miser sur ta même marque, effectivement, que ça puisse. C'est plus cohérent, ouais. Ouais. Ok. Donc 2015, tu es en Master 1 à l'IDRAC. Oui. Tu as cette idée-là, tu rencontres Antoine. Oui. Vous vous connaissiez pas? Ni d'Adam, ni d'Ève. Ok. Papote de promo. Pure rencontre pour entreprendre. Il était à l'école où, lui? Il a fait une partie de son cursus à l'IDRAC également, là où il avait rencontré Prashant. Ok. Il est parti ensuite à l'EM Lyon. Et Ok. à l'EM Lyon, il a fait un parcours plutôt entrepreneurial et à l'étranger. Donc, il a Ok. aussi étudié aux États-Unis, en Chine et en Inde. Enfin, Ok. En Chine, pardon, et puis après, son expérience en Inde. Donc pendant les 1 an et demi, ça tourne un peu. Vous avez fait une livraison ou pas avant la sortie de vos études? Oui, on fait plein de tests. On fait des tests, on essaie de nouer des premiers partenariats. À l'époque, c'était surtout beaucoup l'Auchan de Saint-Herblain. Donc, pour les Nantais ou les gens du secteur, ils arriveront peut-être à situer. Quelqu'un fait ses courses. Quelqu'un Comme un fait ses drive courses en ligne. Ok. Et à l'époque, vient nous demander de se faire livrer sur notre site internet. Donc, il fallait faire tes courses, payer tes courses, conserver ta référence de commande, venir sur le site de shopopop.com, créer ton annonce de livraison avec ta référence de commande, payer tes frais de livraison. Et ça crée une annonce du coup sur notre application. Ok. Et les gens qui étaient inscrits pouvaient récupérer ensuite les courses au magasin et te les déposer. Ok, donc aujourd'hui, si c'est vrai qu'on ne l'a pas expliqué, mais moi je connaissais ta structure avant qu'on vienne aujourd'hui. Parce que j'ai un copain, Pierre Cocantif, que je vais citer, qui t'avait trouvé des bureaux, je ne sais pas si tu t'en souviens, quand tu étais Migros, dans la Ok. structure, j'entends. Ok. Quand tu étais à, je sais pas, vous êtes une trentaine ou une quarantaine, et vous Ouais. commenciez à connaître une belle croissance, vous avez cherché, vous Ouais. travaillez chez Arthur Lloyd, Ok. et du coup, vous avez travaillé ensemble, et il vous a trouvé des bureaux à l'époque. à Ranzay, je pense. Probablement, ouais.
Et du coup, il m'avait parlé de ce que vous faisiez, etc. Et il y avait une forte croissance, donc je m'étais déjà renseigné. Mais donc, en fait, du coup, je pense que je vais l'expliquer avec mes mots et tu vas pouvoir me dire si c'est à peu près ça. Ouais. En fait, vous travaillez avec des grandes surfaces, Oui. des grandes et moyennes surfaces, j'imagine. Quand il y a un drive qui est commandé, vous avez en gros une sorte d'upsell. Et au lieu que la grande surface potentiellement livre, ou d'ailleurs, elle livre avec vos services, peut-être. Oui. Eh bien, du coup, vous avez un service de livraison où c'est des particuliers qui livrent à d'autres particuliers quand ils habitent dans dans une région qui est à, j'imagine, 2-3 km maximum ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est exactement ça. En gros, on fait ce qu'on appelle du co-transportage. Donc, on permet aujourd'hui à une personne qui effectue un achat auprès d'un magasin physique ou sur le site internet d'un magasin qui, malgré tout, a pignon sur rue, de pouvoir se faire livrer sa commande par l'intermédiaire d'un particulier qui profite d'un trajet quotidien ou d'un trajet régulier. Ces trajets-là, c'est souvent des trajets qui sont aujourd'hui domicile-travail ou sur des déplacements qu'on a l'habitude de faire. Donc, pas forcément les courses en même temps alors. Ça peut quand on fait des livraisons alimentaires, mais on bosse aussi avec des enseignes, on peut les citer, Ouais. Decathlon, Ah, Bureau Vallée, ok. le groupe Eram. Dans l'alimentaire, effectivement, il y a Leclerc, Système U, Intermarché, Auchan, Casino, Carrefour, quasiment tout le monde. Mais le principe, c'est vraiment, tu as un produit qui est disponible auprès d'un commerce, il y a quelqu'un qui l'a acheté, toi, tu vas te déplacer, tu es disponible, tu as envie de le récupérer, et ça te fait un petit complément, ça t'amortit les frais sur ton déplacement. Tu récupères ces produits-là, tu vas les déposer chez la personne, et le tour est joué. Et quelqu'un qui ferait, mettons, il y a une distance de allez, 10 km à faire, la personne qui va livrer, qu'est-ce qu'elle va gagner? Alors, la personne qui fait ce cotransportage aujourd'hui va récupérer entre 5 à 9 euros sur des distances moyennes entre 3 à 10 km. Et Ok. quand on va sur des distances qui sont un peu plus longues, parce que c'est aussi la force du modèle, c'est de permettre ce service dans les zones rurales. Donc, on accompagne Ouais. les magasins dans les campagnes et aussi les gens qui ont besoin de ce service-là dans les campagnes. On peut être là sur des dédommagements qui vont être entre 10 à 15 euros sur des distances plus longues et des paniers moyens un peu plus gros. Et comment il déclare ses revenus? Alors, les revenus qui sont issus de ce qu'on fait, c'est les revenus qui vont être dans la catégorie des revenus de l'économie collaborative. Ok. Ils sont aujourd'hui soumis à un plafond d'imposition jusqu'à 3 000 euros. Ouais. Donc, jusqu'à 3 000, c'est Comme dans l'argent de Blablacar. poche. Exactement. Blablacar, Vinted, je crois aussi. Ouais, Vinted rentre aussi dedans. Dedans, ouais, ok. Et si tu dépasses ces 3 000 euros, tu dois effectivement déclarer aux impôts. BNC. Alors ouais, ça sera un petit peu plus compliqué si on rentre dans ces mécaniques-là. Mais aujourd'hui, nous, pour faire un truc qui est simple et qui est facile à comprendre, dans tous les cas, on a plafonné à 3 000. Donc si tu atteins 3 000 euros, on va dire, d'utilisation de Shopapop au mois de octobre, et ben novembre-décembre, tu pourras plus te servir de l'application. Ok, pour faciliter les choses, tu as vraiment. Pour Parce que faciliter les choses et pour aussi rester dans l'ADN du Ouais, service. ouais, Qui ouais. est tu veux un pas que quelqu'un service- fasse son métier. Voilà, exactement. Donc Ok. aujourd'hui, en moyenne, un utilisateur fait entre 6 à 10 livraisons par mois. Ça représente, on va dire, une centaine d'euros. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est très bien et ça a vocation à rester comme ça. On veut pas de l'ubérisation, on veut pas du travail déguisé. C'est vraiment Pourquoi? parce que c'est pas dans nos convictions, c'est pas dans nos valeurs, Ok. c'est pas dans notre ADN et il y a plein d'autres modèles qui sont déjà montés là-dessus. Est-ce que tu as senti à un moment donné une dérive? Et que justement, c'est suite à quand tu as commencé, que tu as senti que ça commençait à aller pas dans la bonne direction, vous avez pris des décisions? Alors, on n'a pas senti une dérive, on a senti des comportements d'utilisateurs qui voulaient aller vers ça. Ok. Parce que tu as aussi les plateformes Deliveroo, Uber qui Ouais, sont ouais. en plein boom depuis des années, Ouais. qui sont sur ces modèles-là, d'avoir Ouais. des auto-entrepreneurs, dont ça va être, on va dire, le métier. Ok. Et donc, on avait des personnes qui, dans l'imaginaire, parce que malgré tout, on est dans une logique de transport, de produits, on se dit, Shopapop, c'est comme Uber ou Deliveroo. Ouais. La réalité, c'est que non. Donc, on voulait faire attention à ça. Donc, nous, on s'est imposé plein de règles qu'on a mis en place dans l'application pour limiter cet usage-là, pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent au moins faire une livraison. Et c'est aussi un système de performance qui est plus valorisante parce que si tu dépends d'un ou deux utilisateurs, le jour où ces gens-là ne sont plus disponibles, tu es en incapacité de tenir ta promesse. Alors que si tu as 1000 personnes qui font toutes de temps en temps une livraison, tu as un asset, une ressource qui est beaucoup plus performante. Mais finalement, ce qui est, je dirais, avec une échelle différente, mais est-ce que Blablacar est à Uber, tu l'es à Deliveroo, en quelque sorte? Ouais, Dans le sens où, l'étiquette qu'on nous a donnée depuis le démarrage et qu'on garde encore un petit peu, même s'il faut que nous on se fasse notre marque et notre place, on nous a toujours qualifié comme le Blablacar de la livraison. Ouais. En se disant on est sur Ouais. un modèle qui est la mutualisation d'un Ouais. moyen, d'un transport, d'une ressource pour effectuer un transport de marchandises. Et en gros, nous, ça nous va bien. Ouais. Si on peut connaître la même trajectoire que Blablacar dans son développement international, ça nous va très bien aussi. Et si on peut avoir cette trajectoire aussi de reconnaissance et de notoriété de la marque, on sera très content. On est encore aujourd'hui, même si on est une belle boîte, on en parlait tout à l'heure avant de s'installer, on est encore très peu connu des Français, et on est encore très peu connu sur le territoire.
Ok. Vous faites combien de livraisons aujourd'hui par jour? Par jour, c'est entre 11 à 16 000, ce qui fait entre 230 et 250 000 livraisons mensuelles. Et au niveau de la carte française, vous êtes, il y a des Tout- secteurs où vous êtes très présent, d'autres un petit peu moins. Comment c'est réparti ces 16 000 On a une couverture aujourd'hui en France qui est complète, à Ok. l'exception de la Corse. On a fait le choix de faire machine arrière C'est sur la France, la Corse? Si tu vas en vacances en Corse, tu vas avoir des problèmes. On a fait le choix de faire machine arrière sur la Corse parce qu'en fait, la géographie du territoire fait que pour ces Ouais. enjeux de mobilité, la tenue du service était trop compliquée. Ouais. Donc là, c'est notre expérience vraiment qui nous a permis de prendre cette décision-là. Mais aujourd'hui, sinon, on opère partout. Donc c'est là où je parlais tout à l'heure des territoires urbains et ruraux. On a forcément une activité qui est plus grande dans les territoires urbains parce qu'il y a plus de monde, plus de magasins, plus de flux. Mais à la campagne, ça marche aussi très bien. Justement, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai un Super U pour le coup à côté de chez mon père. Il propose de la livraison. J'avoue que je l'ai jamais fait, mais du coup, c'est vous qui faites ou c'est Super U qui... Comment ça marche? Tu sais? Ou c'est des concurrents à toi peut-être? C'est quoi le nom de la commune ou du magasin? Pluvigné. À Pluvigné, ok. Eh ben, je pense que, je sais pas, on a dû l'avoir, le magasin. Je ne sais pas s'il est encore chez nous. Ok. Mais aujourd'hui, comment ça fonctionne? Le magasin va effectivement utiliser Shopopop comme sa ressource pour effectuer ces livraisons-là. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous envoyer les demandes de livraison sur notre interface. Ok. Aujourd'hui, cette interface, elle est soit connectée en direct, donc on reçoit, quand les gens font leur commande en ligne, directement la demande de livraison, ou dans certains cas, c'est encore une saisie manuelle du magasin. Donc, le magasin doit envoyer sur notre interface Shopopop les informations du client, son nom, son prénom, son adresse, son numéro de téléphone, etc. Et comment ça se passe? Quand vous faites vos courses sur le site de Course EU, de Leclerc ou autre, vous pouvez avoir une option de livraison qui vous est proposée. Et si le magasin travaille avec Shopopop, ça pourra être précisé, livraison avec Shopopop, livraison par un particulier, livraison collaborative. Ok. Donc c'est probablement toi ou en tout cas qui les a initiés à cette stratégie de livraison. Ouais, je pense, ouais. Ok. Je ne saurais pas te dire s'ils sont encore partenaires aujourd'hui, mais je sais qu'on a dû bosser avec ce magasin-là il y a même 2 ou 3 ans. Donc, C'est 4000 magasins, c'est ça aujourd'hui, tu disais, au total? ouais, aujourd'hui, on a un petit peu plus de 4000 magasins, donc dans plein d'environnements différents. On a une prédominance de l'alimentaire parce que c'est le marché dans lequel on a démarré le service et dans lequel on a lancé la boîte. Oui, peut-être plus facile à transporter, parce que si on te demande un meuble plus compliqué. C'est des produits qui sont plus facilement transportables parce Ok. que vu qu'on se place dans un usage qui n'est pas professionnel, et aujourd'hui, ni vous ni moi, peut-être, je ne connais pas votre parc de véhicules, mais moi personnellement, je ne roule pas en camion. Donc, je n'ai pas cette capacité de transporter des meubles ou du produit volumineux. Donc, on est sur des produits qui sont accessibles. Tu roules en quoi? Moi, je roule en Volkswagen. Ok. Du coup, aujourd'hui, c'est qui ton plus gros client, ton plus gros pourvoyeur de clients? Le plus gros client en nombre de flux, ça va être Leclerc, l'enseigne Leclerc. Ok. Et spécifiquement celui de Nantes, peut-être? Oh non, Leclerc, là, je parle vraiment national, quoi. Et L'enseigne. Du coup, quand tu rentres chez Leclerc, tu es dans tous les Leclerc désormais? Non, c'est un petit peu particulier en fait. Dans la distribution alimentaire, on a les réseaux indépendants et les réseaux intégrés. Quand on parle de Leclerc, en fait, Leclerc, ce sont des indépendants. Donc, chaque propriétaire est patron de son magasin. Et donc, nous, on a un référencement national avec l'enseigne Leclerc. Mais chaque magasin a la liberté de dire je veux bien ou je ne veux pas travailler avec Shopopop. Donc, tu es validé par Leclerc. Oui. Et après, chaque personne décide d'utiliser ton service ou pas. C'est ça. Et donc, Ok. nous, on a des commerciaux qui vont voir les magasins pour justement présenter, répondre aux questions et faire en sorte qu'un magasin prenne Shopopop comme partenaire. D'accord. Ok. Bon, je pense qu'on a bien compris le fonctionnement de Shopopop. Moi, cette histoire, elle m'intéresse bien. On va revenir un peu en arrière. Vous étiez 4 associés. Oui. Jusqu'en 2016-2017, vous êtes resté à 4? C'est là où il faut que je fasse travailler ma mémoire. Amaury aime beaucoup les dates. Je ne suis pas sûr de prendre toutes les dates dans le bon ordre, mais en gros, on est resté 4 pendant 1 an et demi. Ok. En 2017, fin 2016, début 2017, on fait rentrer 3 autres personnes au capital D'accord. qui étaient elles-mêmes associées entre elles. Donc en gros, il y a un nouvel associé qui rentre, mais ça représentait 3 personnes physiques. Ok. Il y avait Tu fais rentrer par l'intermédiaire d'une entreprise en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, C'est marrant, ça me fait penser à l'histoire de Justine, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui... Justine Hutto? Ouais. de chez Respire. Ouais. Je connais pas son histoire, on va dire, Et je crois- entrepreneuriale de départ. Alors, je sais plus si... Non, je dois confondre, ça doit être... c'est tu sais, la livraison où tu as des boulangeries qui te... Ah, Too Good To Go. Ouais,
Donc Ok. c'est pas juste Inuto. Mais et du coup, eux, ils étaient aussi, je crois, 2-3 associés. Ils sont associés avec d'autres personnes dans d'autres C'est pays. possible, pareil. Je connais pas très bien Ok. Lucie Bache, qui est la fondatrice et qui pilote ce développement-là en Mieux que moi, a France. priori, vu que tu connais son prénom. C'est un petit milieu, hein, l'environnement tech. Ah, tu vas nous en parler. En France. Mais du coup, oui, donc on fait rentrer ces 3 personnes-là. Donc on fait rentrer un nouvel associé, mais 3 personnes. On bosse avec eux pendant globalement une année et on se rend compte qu'on n'est pas forcément aligné sur les valeurs, sur l'engagement D'accord. que nous on attendait par rapport à ça. Et donc pareil, ils sont ressortis. Donc à un moment, on était, on va dire, 7 vraiment Ouais. autour de la table. Ouais. On se retrouve à 2, Antoine et moi. C'est quoi ton expérience? 7, c'est beaucoup ou pas? Oui, c'est forcément beaucoup si on C'est parle beaucoup ou de... c'est trop? Ouais, c'est ma question sous-jacente. Ouais, en fait, c'est un peu différent parce qu'encore une fois, capitalistiquement parlant, on était 5. Mhm. Donc ça Oui. peut rester un nombre où tu arrives à te gérer. 7 autour de la table, point de vue capitalistique, Ouais. je pense que c'est trop, notamment sur un démarrage, quand on est 7 vraiment Ouais, entrepreneurs, ouais. primo-entrepreneurs, etc. Faut que les 7 personnes soient alignées avec le même niveau d'intensité, de motivation et tout. Je pense que c'est très compliqué. Les 5, excuse-moi, je te coupe, mais c'est répartition égale sur les 5 ou il y a des variantes? Non, à l'époque, Antoine et moi avions les plus gros pourcentages. Prache et Alexis étaient juste derrière. Et en gros, c'est 3 personnes qui sont venues avec leur entité avec 15%, je crois, de mémoire à l'époque. Ouais, donc c'est assez, ouais, ils avaient un équivalent de 5%. S'ils étaient à. Ouais, si eux-mêmes dans leur structure étaient par égal. égal, ils avaient tous 5%. Ok. effectivement. C'est marrant parce que du coup, vous aviez pas encore avancé tant que ça et pour autant, ils sont rentrés qu'à 15%. Oui, ils sont effectivement rentrés à 15%. Nous, on les a fait rentrer parce qu'on voulait surtout la ressource, on va dire, d'incarnation qu'ils avaient. Il y avait 2 développeurs techniques. Donc, D'accord. on avait du coup des développeurs en interne et ça, c'était nécessaire. Ouais, t'as parce été que chercher les Alexis, skills qu'ils avaient, quoi. exactement. Et le troisième était plutôt avec un focus commercial, donc pour aller aussi dans cette logique de développement, etc. Donc, c'est pas leur argent qui t'intéressait à cette époque-là. Non, clairement pas. C'était Les compétences, ouais. je vais rentrer dans l'art, entre guillemets. Mais Ouh. est-ce qu'on peut dire que tu avais à ce moment-là pas les moyens financiers de les payer, et donc une solution, c'était de les associer? Non. 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 Enfin, je pense qu'on aurait pu trouver toutes les mécaniques possibles parce qu'on a été faire des prêts d'honneur, chercher des D'accord. subventions dans le démarrage de l'activité. Non, la logique, c'était vraiment d'aller chercher des compétences et en fait d'associer les compétences pour être capable d'avoir le bon niveau d'exécution. Ok. Parce que tout l'enjeu quand on entreprend, et je pense que vous le savez avec déjà vos expériences et les gens que vous rencontrez, il faut être à 100 voire 200% au démarrage. Et si tu n'as pas les ressources en interne, Ouais. à 2, tu t'essouffles. Donc là, il fallait plus de monde, notamment sur la tech. Et c'est ça qu'on a été chercher. Et juste avant qu'on continue cette histoire qui va être à mon avis intéressante, ça fait quoi d'avoir fait sa première livraison? Tu t'en souviens? C'était qui? C'était ta maman? Est-ce ou que c'était c'est un toi vrai qui l'as client? faite? Est-ce que c'est toi qui l'as faite? Non, ouais, les premières, je pense que c'était entre nous pour tester le service, l'application, etc. Le Il y a premier client alors. Ouais, il y a eu un vrai effet un peu waouh sur la première livraison qui a été faite par un client qu'on ne connaissait pas Ouais. et qui a été livrée par une personne qui n'était pas quelqu'un qu'on connaissait ou qui n'était pas quelqu'un de Shopopop. Ouais. Et là, ça a fait le petit côté, ok, on a réussi à commencer à craquer un truc. Il y a quelqu'un qui ne nous connaît pas, ni d'Adam ni d'Eve, qui se fait livrer par nous, par quelqu'un qui ne le connaît pas et que nous, on ne connaît pas. Donc avec aussi tout ce côté, allez, le bébé est lancé, comme on dit. Et dès le lendemain, vous avez une deuxième livraison? Ça s'est enchaîné ensuite ou non, il y a eu un petit flottement? Non, ça s'est enchaîné. On va dire qu'entre 2017 et 2018, on commence à se développer un petit peu. En 2017, très clairement, on aurait pu fermer la boutique parce qu'on avait ce côté un petit peu conflictuel avec les 3 associés qui étaient assez difficiles à gérer. On était dans une phase où on cherchait nos premiers investisseurs, donc là pour lever des fonds pour vraiment accélérer ce développement. Et tout ça s'est mélangé en même temps. Donc en 2017, je crois qu'Antoine perd 4 kilos et moi j'en perds 2,5. Parce que voilà, période compliquée, stressante, etc. Et c'est là par contre où ça peut te faire marrer. C'est que Antoine et moi, on est convaincus qu'on va y arriver. Et donc on recrute des gens alors qu'à ce moment-là, on n'a pas l'argent pour les payer. Et l'avenir nous a donné raison. Mais à ce moment-là, nous, on fait le choix. Du coup, parce qu'il faut leur verser leur. Enfin, quand tu dis t'as pas l'argent sur les payer, c'est que t'as 3 mois de trésor, quoi. Ouais, globalement, on n'a pas l'argent pour tenir. Et ce qui se passe, c'est que les premiers salariés qui sont dans la boîte, et ils sont encore aujourd'hui chez nous, Ouais. je pense à Lucille, Rémi, Julia, pardon, qui ont connu cette expérience-là, on leur disait, désolé, mais le virement de votre salaire, vous allez le recevoir le 20 ou le 25 parce qu'on ne pourra pas tenir la date du 5, quoi. Ok. Donc sur le coup, tu serres un peu les fesses. Tu vois aussi de quelle manière ces premiers collaborateurs sont engagés, de quelle manière est-ce qu'ils croient aussi au projet, de quelle manière ils croient en toi. Et je pense que ça a été
une des phases qui a été les plus compliquées, mais qui a aussi le plus soudé les premiers collaborateurs. Ouais, il y a du ciment là. Ouais, clairement. Ils ont des petites parts aujourd'hui ou pas? Ils ont des BSPCE, ouais. Ok. Donc, il y a aussi un retour, on va dire, de ce risque qu'ils ont pris au moment sûr. où ils sont arrivés. Ouais. Parce qu'un salarié, il échange son temps contre de l'argent. À la fin du mois, il doit être payé. Si tu vois, c'est effectivement. Donc du coup, tu as eu tes premiers collaborateurs en 2017-2018 Ouais, c'est ça. Ouais. et là, sans Salarié, lever de fonds, rien. Non, au démarrage, pas encore forcément levé. On faisait avec, comme on disait, les petits prêts d'honneur, Ok. réseau entreprendre, ce genre de choses. Et en début 2018, donc on lève nos premiers fonds avec un réseau de business angel sur Nantes qui s'appelle Bambou Ok. et abondé aussi par Pays-Loire Participation, donc qui est Ok. un petit fonds associé à la région. Combien? 500 000 à l'époque. Alors 250 en dilutif et 250 en prêt bancaire, D'accord. ce qui nous fait une enveloppe à 500. Et avec cette première enveloppe, on commence à vraiment accélérer sur le développement commercial. On Ok. arrive à signer des premiers partenariats nationaux à l'époque avec Intermarché. On signe un accord de test sur le périmètre de Bordeaux avec une dizaine de magasins. On sait que si ça se passe bien, ça nous permettra d'avoir ce référencement national, etc. Et donc, on arrive à là, lancer la machine, à trouver une traction. On franchit le cap, comme on dit, des 1000 livraisons, etc. Et ça nous emmène sur 2019 à faire une opération de financement, parce qu'on avait fait cette preuve de concept, où là, on va relever avec non plus que des BA, mais des fonds d'investissement. Ouais, BA Business Angel. Business Angel, là, on fait rentrer des fonds d'investissement. Donc à l'époque... Donc, tu fais un seed, ce qu'on appelle un seed. Ouais, globalement, on va faire ce qu'on fait, appelle il y a- un seed. Business Angel, ensuite un seed qui va se faire principalement avec des venture capital. Oui, donc là, on a Go Capital, qui est un fonds de l'Ouest. Ouais. Et alors, à l'époque, il s'appelait West Web Valley. Et aujourd'hui, c'est Épopée Gestion. Donc, Ok. il y a aussi un fonds qui est de la région Ouest. Et avec eux, on relève, faut pas que je me plante pareil dans les chiffres, on doit relever 2 millions sur Ok. le début d'année 2019. Et là, on réexécute une année assez exceptionnelle Ok. en développement. Et fin 2019, on relève des fonds Encore. avec les mêmes. Là, T'as été dans les bonnes années en plus on a été dans les pour bonnes années. pour les levées de fonds en tout Les cas. levées de fonds. Ouais, pour les levées de fonds. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on relève 4 millions donc avec ces personnes-là en fin 2019. C'est pour accélérer ou c'est parce que vous avez du mal, enfin vous n'êtes pas autofinancé Non, à ce moment-là? hyper accélération. Ok. Accélération et commencer à mettre un pied à l'étranger. Donc, lancer des premiers projets d'études de Direct. marché. Alors que vous étiez combien? 50? Non, à cette époque-là, on était entre 30 et 50. Ok. Entre 30 et 50. Et donc, on relève ces 4 millions. Et début 2020, il y a le Covid. Et ben pour nous, c'est gros effet d'accélération. Bah oui. On multiplie par 4 l'activité. Mais ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, on interviewe plusieurs personnes et on se rend compte qu'aujourd'hui, les boîtes qui subsistent et qui marchent bien, c'est quasiment systématique. Elles nous disent gros coup d'accélération grâce au Covid. Opportunité Covid. Il y a eu des perdants et des gagnants dans Ouais. cette histoire. Je pense que personne d'entre nous a envie de revivre cette histoire-là, mais c'est vrai que nous, on est tombé du bon côté, quoi. Ouais. Donc tant mieux pour nous. Et Gros coup, c'est énorme coup d'accélération plutôt. à Quatre. l'époque, Ouais, fois quatre, tu disais. à l'époque, en mois de février, on fait 24 000 livraisons dans le mois et un mois et demi après, on monte à 80 000. On fait Et un tout fois à 4, distance, t'avais à gérer les équipes qui étaient du coup plus là, machin. tout et à tout. distance, tout le monde en télétravail. Pour certains, dans des environnements assez compliqués, Ouais. parce que quand tu te retrouves avec ton conjoint ou ta conjointe dans 20 ou Ouais. 25 mètres Avec carrés, les enfants pour certains. pour certains avec les enfants, Les devoirs, etc. ouais, ça a été une période Ouais. qui était assez rude. Et je pense que c'était un autre élément de consolidation des valeurs de la boîte, de la culture, des gens. Et pour la petite anecdote, donc à ce moment-là, on est en pleine activité. Et les développeurs, chez nous, vont aussi se mettre à faire du support client. On demande à tout le monde et on crée des emplois du temps qui fait que tout le monde dans la boîte fait du support client. Ok. Parce qu'il y a Ouais. un tel besoin et c'était aussi le moyen pour nous de remettre tout le monde autour du service et autour de qu'est-ce que Shopopop, comment Ouais. ça marche, quelles sont Ouais. les problématiques que les gens rencontrent. Ça nous servira pour innover dans l'application, etc. Donc Et tout le monde passe par la caisse service client. Est-ce qu'ils font leur métier du coup différemment aujourd'hui parce qu'ils ont connu ça, tu penses? Certains, je pense, oui, ont pris un ressenti. Finesse client. Ouais, Ils une avaient finesse peut-être et un- une bien sûr. orientation, peut-être comme on dit, on parle toujours de user-centric, donc Ouais. être concentré sur le client, il faut prendre en compte les retours, s'attacher à lui, etc. Je pense que cette période-là nous a permis de renforcer cette idée-là et cette culture-là. Les gens qui sont arrivés après, forcément, sont arrivés dans un environnement qui était encore différent, mais pour la trentaine, quarantaine de personnes qui ont bossé chez nous pendant cette période-là, oui, enfin, c'est évident qu'ils ont une expérience qui est assez folle. Assez folle. T'en retires quoi de ça, de doubler son chiffre d'affaires en 2 semaines?
Sur le moment, c'était folklore parce que faut gérer le développement de ta boîte, faut gérer les gens à distance. On n'était pas préparé Pression comme ça. aussi, parce qu'on savait pas à ce moment-là ce que c'était le Covid. Tu te dis. Ouais. En fait, toi, t'as dû avoir un chamboulement en 3 semaines qui devait Qui était assez hallucinant. Le petit avantage qu'on a eu, et merci aux gens qui ont pensé à ça, c'est que quand on a commencé à voir ces histoires de crise sanitaire, Ouais. on a acheté des PC portables pour tout le monde et on s'est mis en télétravail une semaine avant l'annonce d'Emmanuel Macron en disant Le tout le monde 11, est chez soi. le 10 mars, t'es en télétravail. Ouais. Donc on a commencé à prendre un peu des marques et des repères en étant une semaine avant. T'avais Et, vu ce qui s'était passé en Chine? je t'avoue Non, que même pas. trop. À ce moment-là, on était encore, je pense, C'est dans notre fou. bulle un peu Faut- française. ouais, Ça puis nous on- arrivera pas. Alors, Tu bosses, et puis en fait, Je veux pas faire le mec, mais moi j'avais senti le truc venir parce que. t'étais à l'école, t'avais le temps, toi. Ouais. Bossais. Non, même pas, j'étais dans la rue. Tu sais on aurait pu être voisins, mais je suppose que t'étais pas là à ce moment-là. Non. J'étais chez CBRE. En bas. Ok. Tu vois où ils sont? Ouais. Juste en bas à 100 mètres ou 200 mètres. Et du coup, je me souviens très bien. Alors en fait, moi, on m'avait dit, parce qu'à ce moment-là, vous avez dû avoir une expérience que moi, j'ai pas connue, mais avec la rage, c'est ça? Enfin, en gros, il y a 15 ans, quelque chose comme ça. Ouais, alors ça me parle pas non plus. Autant Père Castor, ok, mais Non, mais si, il y a eu un truc comme ça. Vous avez eu à un moment donné. Alors, je sais plus si c'était- La guerre, nous deux, on n'était pas nés. Hein. Non, mais, Non, mais tranquille. non, mais c'était en 2000, c'était en 2005 ou un truc comme ça. Moi, j'étais né aussi, mais je m'en souviens pas du tout. En fait, il y a eu un moment donné, il y a eu une épidémie qui a été lancée, mais ça s'est vite calmé. Je sais plus si c'était la rage ou une autre, en 2005 ou il y a eu 2006. il y a eu des phénomènes un peu autour de la grippe, il y a eu la grippe aviaire, ce genre de choses. La grippe mais- aviaire, ça, je m'en souviens, mais c'était avant. Bon, bref, peu importe. Et du coup, eux, ils avaient une vision en se disant non, mais ils en font du bruit, etc. Et en fait, il y a un mec, c'est ce qui a fait aussi que ça m'avait confirmé l'avis que j'en avais. C'est que, bon, déjà, je me documentais pas mal avec les infos, etc. Et il y avait un mec chez CBRE qui avait la sœur de sa femme qui bossait en Chine. Ok. Et du coup, je me souviens d'un discours qu'il nous avait tenu dans un restaurant à Vertou. Et du coup, je ne l'ai pas anticipé de moi-même. Je me suis dit, ça va nous arriver. C'est pas possible que Ouais. ça se passe là-bas et que ça se passe pas chez nous. Et en fait, en Chine, il disait que ça tabassait, quoi. Et puis les Chinois, ils n'avaient pas rigolé à l'époque. Hein. Ouais. Ouais, Euh, Je pense qu'il y a une rigueur qu'on n'a pas forcément dans le continent européen. on et est des encore latins, moins hein. dans les... Ah, mais les latins. a posteriori, on a eu raison. Parce que les Chinois, du coup, Ouais, ils ont tellement fait attention que suivi du encore coup, un peu plus longtemps. Ouais. dès qu'ils ouvrent, ça repart. Alors que nous, on a tous été déjà plus ou moins touchés, quoi. Ouais, d'une certaine manière. Après, c'est compliqué sur des situations comme ça de se dire qui avait tort, qui avait raison. C'est clair. Oui. C'est facile de faire. De toute façon, c'est le gagnant. Hein, Au toujours. final, on l'a tous subi et ça a fait apprendre beaucoup de choses. Ça a fait prendre du recul aussi sur plein de sujets. Et on appréhende les problématiques un peu différemment. Je pense même à titre perso, dans le cadre de la boîte, etc. quoi. Juste pour revenir sur les levées de fonds. Ouais. Les levées de fonds, c'est l'occasion de valoriser ta boîte à chaque fois. Oui. Le multiple, au fur et à mesure des levées de fonds, il est assez important. C'est assez difficile de répondre à cette question-là parce qu'en fait, c'est tellement dépendant aussi du secteur dans lequel tu te positionnes. Ok. Et, Non, mais pour toi, entre ta première levée de fonds et la deuxième, c'est quoi? C'est x2, x3, x4, la valo de ta boîte ou... En toute transparence, je me rappelle même pas de la valo du Ok. premier tour. Mais oui, aujourd'hui, le multiple, il est en plusieurs dizaines parce que même si tu prends la valeur de ta création, de ta part à la création, et Oui. quand tu la remets maintenant, forcément, tu es sur des multiples qui sont énormes. Et donc, les investisseurs qui arrivent au départ, si la boîte se comporte bien et que la croissance se passe bien, tant mieux pour eux, le multiple aussi est plus intéressant. Et par contre, quand tu as des opérations qui sont, on va dire, en dévalorisation ou à la baisse parce que tu n'as pas fait ta croissance ou autre, là, ça peut être un peu plus problématique. Et surtout, le sujet derrière, c'est la dilution des fondateurs et des gens qui pilotent le bateau. Aujourd'hui, on a la chance avec Antoine, on a un super relationnel avec nos fonds, on a super bien exécuté aussi le développement, donc on n'a jamais été dans des moments de se dire « Ok, on est en très grande difficulté, comment ça va se passer pour nous ?» Non, on a réussi à tenir un rythme, à faire de la croissance, donc c'est toujours été positif. Aujourd'hui, vous avez la majorité du capital à tous les deux ou pas? Non, on n'est plus majoritaire. Ok. Non. Ok, ça pose un problème dans certaines décisions ou pas du tout? Aucune. Aucune? Non, aucun problème. Ils vous laissent gouverner comme vous l'entendez Ouais, on a une pleine confiance et liberté dans le pilotage de la boîte. Il y a des décisions qui peuvent être prises en consultation et on a des devoirs d'information sur certaines choses. Quand on parle vraiment de décisions importantes discutées en board, ça va être est-ce qu'on ouvre un nouveau pays, est-ce qu'on le ferme, pour quelle raison. Finalement, c'est pas plus mal, ça permet de concerter et d'avoir des avis externes sur les sujets. Ouais, exactement. Mais aujourd'hui, sur, comme on dit, du quotidien, des tâches à faire au Sur quotidien, l'opérationnel,
Aucun impact. Il y a sur des recrutements clés avec un niveau de salaire qui peut être élevé, où on a un devoir d'information, on va leur présenter le profil, ils vont pouvoir poser des questions lors d'un board. Et comme toute personne, ces gens-là, même s'ils sont à des hauts niveaux de salaire, ils ont la période d'essai. Donc si jamais ça se passe pas bien, on peut... Les boards, bien c'est une sûr, fois par mois? une fois par trimestre. Oh, ça va. De toute façon, j'imagine que tu as tenu quasiment toujours tes engagements auprès de tes investisseurs, donc c'est aussi ce qui explique peut-être cette confiance. Oui, clairement. Ouais. On a été même, c'était le petit clin d'œil à Jérôme qui nous suit chez Ego Capital. Il nous avait dit il y a maintenant 2 ans que dans son expérience d'investisseur, il avait rarement vu un business plan qui avait été tenu aussi près entre le prévu et le réalisé. Et donc ça, c'était plutôt sympa à entendre. Ok. Donc vous avez fait BA, donc Business Angel, Seed, Série A, Série B. Ouais, c'est difficile de dire série A, série B, parce que pareil, ça dépend des environnements, des secteurs, des marchés, des pays. Ok. Mais le dernier tour qu'on a fait était en décembre 2021 de 20 millions d'euros. Et là, on a fait rentrer un fonds d'investissement parisien, donc qui n'est plus sur l'ouest de la France, D'accord. qui s'appelle GIGF. Et GIGF, en fait, est un véhicule qui est porté par Meridiam, qui historiquement est un fonds d'investissement dans les infrastructures D'accord. autoroutières, etc. Et ils ont monté ce véhicule pour financer des projets à croissance et à impact, donc qui s'inscrivent dans une dynamique environnementale, Développement sociale, durable. etc. Ok. Ouais, impact, vraiment impact. Ça prend plusieurs fenêtres, plusieurs valeurs, mais impact. Ok. Et aujourd'hui, je ne peux pas prendre quelques chiffres en termes de nombre de clients, en termes de nombre de livreurs, de livraisons. En quelques chiffres, aujourd'hui, c'est plus de 5 millions de livraisons réalisées. Ok. Donc 50 millions, donc allez, 35 millions de chiffre d'affaires. Un petit peu moins, on est entre 20 et 30. Ok. Donc 5 millions de livraisons réalisées. On a un petit peu plus d'1 million d'utilisateurs de l'application, donc des gens qui vont pouvoir, en fonction de leur trajet, réaliser une livraison. Ils ne sont pas tous actifs. Tu vas pouvoir diffuser le podcast à cette liste utilisateur. Il y a des gens partout en France, à l'étranger en plus. Donc, mais 1 million d'utilisateurs. Et puis après, les consommateurs, c'est plusieurs millions forcément, parce que quand on parle de 5 millions de personnes qui sont déjà faites livrer, ça commence à représenter quelque chose. Et en nombre de commerçants partenaires, on est entre 4 et 5 000. Et quel impact sur l'écologie? C'est un sujet dont on ne parle jamais sur ce podcast, à tort. Ouais. Quel impact en termes écologiques tu peux donner? Nous, on a un impact qui est assez fort. Déjà, il est intrinsèque au modèle, puisque vu qu'on mutualise des flux, des trajets, des véhicules, on réduit forcément l'impact carbone dans la livraison. On a aussi des livraisons qui sont faites hors véhicules motorisés, donc à pied, à vélo, en transport en commun, en fonction des produits. On avait un super exemple, je ne sais pas si cette personne utilise toujours Shopopop à Rennes. Il faisait beaucoup de livraisons de fleurs, il les faisait toutes en bus. Énorme. Parce que lui, il se déplaçait en transport en commun et donc il prenait un bouquet et il faisait des livraisons en bus. Vélo cargo, j'imagine, des choses comme ça? Un petit peu aussi. Ok. Un petit peu aussi. En France, il y a encore du boulot sur la culture du vélo cargo. C'est assez présent dans les territoires urbains, dans peut-être quelques grandes villes. Alors, on le voit beaucoup dans les grandes villes. Oui, principalement. Je suis un culte, mais c'est quoi vélo cargo? C'est un vélo où tu as, on va dire, une petite remorque à l'avant. Ah oui, ou ok. à l'arrière. C'est ce que ça te je permet me dis. de... Ok, ça s'appelle vélo cargo, ça. Ouais, des fois, tu mets tes enfants dedans. Ok. Et d'autres fois, tu peux mettre autre chose. Tu peux mettre une palette. Tu veux. Ok. Et donc, oui, sur l'impact, on a un vrai... c'est un vrai sujet. Mesure pour Shopopop. On commence à le mesurer. En fait, on a fait des hypothèses, des travaux sur l'émission de CO2 que va faire un cotransportage en comparaison à une tournée camion et en comparaison à quelqu'un qui fait volontairement un trajet pour aller chercher ses produits. Ouais. Là-dessus, on sait qu'on va économiser entre 300 à 1,2 kg de CO2 par livraison. Ok. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que dans notre application, il y a possibilité pour les gens de renseigner des trajets préférentiels. Donc tu vas dire tous les jours ou sur ces jours-là, je me déplace de tel point à tel point. Voir s'ils dévient leur route pour Exactement. connaître l'impact réel. Exactement. Okay. Et nous, on pousse aussi des notifications pour que les gens puissent prendre des livraisons qui sont le plus proches de ces trajets-là. Est-ce que tu penses que tu peux être éligible un jour au crédit carbone? J'espère qu'on le sera. J'imagine sur le modèle économique, c'est game changer là. Il y a plein de choses à aller chercher. On voit ce qui s'est passé là sur le covoiturage et le gouvernement qui subventionne aussi maintenant les utilisateurs qui vont faire du covoiturage. Ouais. 100 € par personne. Enfin, je pense qu'on ne se rend pas compte, mais c'est absolument dingue, hallucinant qu'il y ait cette initiative-là qui a été prise. Qui est probablement que le début en plus.
qui, ouais, j'espère, est que le début. Et donc, nous, on a plutôt vocation à s'inscrire aussi dans cette démarche-là parce qu'on parle de la mobilité partagée. Donc là, aujourd'hui, principalement du covoiturage. Il y a une mise en avant du covoiturage Ouais. quotidien de proximité, donc sur des trajets qui sont plus petites distances. Et nous, on est exactement pareil. On ne transporte pas des personnes, mais on transporte des produits, des choses sur des petites distances. Donc, clairement, si on peut être éligible à ça, avec grand plaisir. C'est quoi la distance la plus longue enregistrée sur Shopopop? Réellement faite, je pense qu'on doit être autour d'une 40aine de kilomètres. Après, par erreur, Ok. les livraisons n'ont pas été faites, mais on a eu des trucs qui sont sortis à 500, 600 km. C'était des erreurs techniques Ok. de géolocalisation du point. 40 km, ça commence à être une vraie livraison. Hein. Oui, encore que quand tu fais ça à la campagne, ça peut te prendre Oui. 15 minutes, alors que de faire 3 km à Bordeaux, à Paris ou à Nantes. Alors, 40 km en 15 minutes, complexe quand même. Ça demande- C'est pas une Volkswagen qui a nous a menti. peut-être pas nickel sur le temps de trajet, mais c'est l'idée qui est derrière, c'est de se Oui. dire qu'en zone rurale, on a des distances qui sont plus longues Ouais. et on prend le même temps, si ce n'est moins que. T'as toujours tes points sur le permis? Moi, oui. Ouais. Ouais, toujours. Bah, pas 40 km en 15 minutes, du coup. Et est-ce que tu vois, tu parles de ruralité, est-ce que tu vois un impact social aussi sur ce que tu fais? C'est-à-dire que moi, je pense à la petite mamie qui est Ouais. chez elle, qui se fait livrer par une personne un peu plus jeune, qui va prendre de ses nouvelles, qui va. Est-ce que tu ressens peut-être quelque chose que tu n'avais pas anticipé, peut-être, en l'occurrence, pour cette partie-là? On l'avait anticipé parce que dans nos valeurs avec Antoine, ça fait partie de ce qu'on voulait développer. Comme on le disait, Antoine est originaire de Vitré, c'est une toute petite commune à Ouais. côté de Rennes. Et il a dans ses valeurs ses côtés rural, proximité, entraide, etc. Et donc on savait qu'on arriverait aussi à toucher ces personnes-là, à apporter du service dans des endroits où les gens en ont aussi besoin, et des fois plus que par confort, par nécessité. Parce que nous, on se fait livrer assez facilement à Nantes. Les personnes qui sont âgés, mobilité réduite, en situation de handicap, n'ont souvent pas accès à ces services-là parce que dans les territoires dans lesquels ils sont, quand on parle des zones rurales, il n'y a pas ces plateformes-là, il n'y a pas ces outils-là. Pour autant, ils arrivent à utiliser parce que du coup, l'informatique, souvent, ça fonctionne pas forcément avec eux. Comment Ouais, t'as ça mis va les de choses mieux en en place? De mieux en Si mieux. Ouais, ça va de mieux en mieux. On voit quand même que la population, on va dire senior, Ok. est de plus en plus technophile. Ok. Ils sont il y tous a sur de moins en Facebook en moins ce moment. TikTok de Les, technophobes. les plus de 60 ans, ils sont tous sur Facebook. et TikTok. Ah ouais? Ouais, TikTok de ouf. C'est assez surprenant. Je pense que ça va dans le sens des choses et assez naturellement. Donc on arrive à avoir un impact là-dessus. Et aujourd'hui, on sait que le profil type de nos utilisateurs, donc des gens qui font le cotransportage, c'est à 54% des femmes. L'âge le plus représenté, c'est les 35-45. Donc on voit bien qu'on est sur des gens qui sont plutôt en activité. On n'est pas sur une population étudiante. On a une petite partie de retraités, mais c'est pas non plus significatif, mais il y a un petit peu de retraités. Et donc oui, il y a un impact, encore une fois, social. Ça met du beurre dans les épinards sans être les épinards. C'est un petit complément, ça contribue à amortir ses frais. Et puis On a du eu des lien, super et puis témoignages. du lien, ouais. Du lien Ouais, on a social. du super témoignage. On a des gens qui nous disent merci Shopopop, j'ai payé une sortie à mes enfants au zoo. Ouais. Est-ce que tu as une très très belle histoire à nous raconter? Je sais pas, une Un histoire couple, un d'amour, mariage, c'est un sûr. mariage, un C'est sûr, enfant, regarde. un bébé, ce que tu Non, veux. j'ai pas dans le côté love. Pas Par que, contre, pas que tu saches, parce qu'à mon avis, c'est Ouais. obligé qu'il y a C'est sûr, eu. peut-être. Quand tu connectes autant de personnes Bah oui. entre elles, tu ne peux pas ne pas avoir d'impact comme celui-ci. ouais, c'est possible, c'est possible. J'ai 3 belles histoires. Allez. La première, qui est la plus récente, on a fait un petit événement à Nantes où on a invité des utilisateurs à venir partager un moment avec nous, à discuter sur les fonctionnalités nouvelles qu'ils aimeraient voir sur l'application. Et dans l'apéritif qu'on a fait le soir, en discutant avec les personnes, je suis tombé sur une famille où toute la famille utilise Shopopop. Le papa qui est retraité utilise Shopopop. Ils habitent Saint-Aignan-de-Grandlieu, donc à quelques kilomètres de Nantes. Il fait des livraisons de temps en temps pour le côté entraide, rendre service sur son territoire. La maman est aujourd'hui à la retraite et auparavant elle travaillait dans un magasin Super U. C'est elle qui a découvert le service parce que le magasin était partenaire de Shopopop. Et donc aujourd'hui elle se sert aussi du service. Leur fille est assistante médicale sur Nantes. Elle fait des livraisons quand elle rentre chez elle, du coup le soir en partant de Nantes vers Saint-Aignan-de-Grandlieu. Et son mari utilise Shopopop aussi. Il est menuisier. Pour l'anecdote, il a fait des décorations, on ne le savait pas du tout, qui sont aujourd'hui dans nos locaux. C'est le pur hasard. Et ils m'ont dit le soir à l'apéritif, on a notre enfant de 5 ans qui vient avec nous faire des livraisons et qui des fois nous dit quand est-ce qu'on va faire du Shopopop. Ouais, là tu dis t'allais gagner un truc là. Il y a une dimension dans ce Là, ils truc-là sont plus de dire- fans que toi de la marque. Hein. Ouais, c'est d'avoir une famille. Ouais. En fait, de voir qu'il y a une famille qui utilise ce service-là dans leur quotidien, qu'ils ont chacun un usage qui est Ouais. différent, avec des motivations différentes, et c'est assez fou. Et moi, ça m'a fait un petit effet waouh. J'en ai fait un post sur LinkedIn et tout, parce que j'ai vraiment été marqué par ce témoignage.
Une autre belle histoire qui nous a été remontée sur les réseaux sociaux, c'est une personne qui a livré une dame et c'est avéré que c'était une de ses anciennes profs. Donc elles se sont retrouvées 30 ans après, je crois, en mode j'étais dans votre école, vous étiez ma maîtresse. Ouais. Donc assez fou. Et troisième histoire qui est peut-être un peu plus dramatique, on a eu des accidents, donc des gens qui étaient tombés chez eux, donc une personne âgée qui était du coup coincée chez elle, tombée, Lien social, là, clairement. Ouais, lien social, où les secours ont été prévenus par la personne qui a effectué la livraison. Et on a même été un petit peu plus loin, c'est qu'on a une personne qui était décédée chez elle. Donc là, c'est assez dramatique. Ok. Mais ça montre l'intérêt du lien. Ouais, Et c'est assez... l'importance. Sur le coup, quand on t'appelle en te disant je suis devant le domicile de la personne, j'arrive pas à la joindre, il y a de la lumière, je pense qu'il y a un souci, j'ai appelé les pompiers et la police, et qu'après on te rappelle, la personne était décédée, tu fais wow, ok. Comment est-ce que tu gères ça déjà pour l'utilisateur qui a été confronté à ça? Et oui, tu prends un peu de recul en disant il y a du sens à ce qu'on fait, quoi. Ok. Pour aller dans la continuité de ça, est-ce que la marque t'est revenue, par exemple, c'est-à-dire que quelqu'un t'a parlé de Shopopop sans savoir que c'était toi, en te parlant du service ou du produit? Ouais, ça m'est arrivé. Ça doit être oufissime. Ça fait des petits papillons dans le ventre. Tiens, tu devrais utiliser ça. Ok, cool. Non, c'est arrivé. En gros, c'est arrivé comment? C'est arrivé. J'étais à la pharmacie pour des médicaments que j'avais besoin de prendre chez moi. Et la pharmacienne reçoit une cliente devant moi et lui dit vous venez récupérer une livraison Shopopop. Déjà, tu te dis ok, c'est drôle, ça t'interpelle. J'ai eu un autre cas où j'ai été récupérer mes courses au Drive Leclerc à côté de chez moi. Et il y a une personne qui venait sur le quai d'à côté récupérer une livraison Shopopop. Donc il vient en disant bah, je viens récupérer une livraison Shopopop, il présente l'appli. Et là, c'est indirectement, j'ai une amie qui, en discutant avec une personne qui vient faire du ménage à domicile, en discutant avec elle, elle lui dit bah, au-delà de mon activité de ménage à domicile, j'utilise Shopopop aussi pour me faire un petit peu de complément sur les trajets quand je rentre de mes prestations. Et donc, cette amie dit ah bah écoutez, je connais le fondateur de Shopopop, c'est un copain, voilà. Et donc, ça commence à prendre ce côté des gens, encore une fois, qu'on ne connaît pas. Qui te revient, ouais, ça Parle te de revient. Shopopop et on voit qu'il y a un usage qui commence à être un Et peu puis vous plus avez créé une marque là où beaucoup aujourd'hui de marques, et nous les premiers d'ailleurs, on essaye de coller une personnalité derrière. J'ai pas le sentiment que vous apparaissiez souvent, Oui, et que c'est t'incarnes vraiment pas le- la marque qui se développe et pas vous, votre personnalité, qui va permettre à la marque de... Ouais, c'est vrai, c'est un choix qu'on a fait avec Antoine aussi de se dire on veut pas que Shopopop repose sur nos têtes. Ouais. Mais tu veux pas incarner la marque. Non, et en même temps, en fait, je pense que d'une part, c'est très bien, et C'est ça. d'une autre part, au stade où on en est, ça commence à un petit peu nous desservir, c'est-à-dire que parce qu'on est malgré tout une super start-up en France, on a un niveau de notoriété qui est, je pense, assez faible à l'échelle nationale. Ouais. On a un niveau de notoriété et de reconnaissance dans l'environnement et dans l'écosystème tech aussi français qui est, je pense, assez loin de la réalité. Ouais. On entend parler de plein de boîtes avec Ouais. des fois des logiques de levée de fonds qui sont hallucinantes. Ouais. Quand on connaît, nous, les niveaux de chiffre d'affaires de ces boîtes-là, Ouais. on se dit putain, Tu on penses n'a pas à- à rougir, quoi. Ouais, tu penses à... Enfin, je veux pas les desservir, Je ne mais... citerai pas de nom parce qu'en réalité, il y en a plein, mais c'est juste le différentiel entre les effets d'annonce, la communication et l'incarnation des fois qui peut être faite Non, mais et pas- la réalité de ces boîtes-là. Moi, je vais donner un nom parce que j'en ai une en tête et j'ai halluciné. Alors, je les connais pas super bien et j'ai pas vérifié l'info. Mais on m'a dit que Conto réalisait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires Ok. et c'est une licorne. Ouais. Donc, Valo a un milliard. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ça se trouve, je vais me faire tailler et je connais pas les chiffres par cœur, mais c'est ceux qu'on m'a donnés. Je trouve ça hallucinant. Il y a des environnements où il y a eu des effets de financement, d'annonces, de levée de fonds qui ont été énormes. Je pense que les fintech sont concernés. Conto, c'est le cas. Tu l'expliques par quoi, toi, ça, justement Bah, en fait, il y a deux choses. Il y a eu une tendance Une de hype. financement qui a été assez forte, avec des logiques d'aller mettre de l'argent dans des boîtes qui affichaient des ratios de croissance assez hallucinants. Derrière ça, tu as des enjeux, malgré tout, des paris qui sont faits d'investir sur la captation de données utilisateurs. Donc, Conto, malgré tout, ils ont des milliers, Ouais, bien centaines sûr. de milliers, je pense, de clients d'utilisateurs. Donc, il y Un a- peu il y a comme aussi- Google qui gagnait pas d'argent pendant 8 ans et enfin, à chaque fois on reprend cette histoire et Ouais, finalement très certainement, quand ils ont réussi à monétiser une donnée. Et en fait, derrière ça, tu vois qu'il y a soit des modèles qui arrivent à bien s'exécuter, qui font leur preuve de rentabilité, de stabilité. Et ça, au petit clin d'œil, c'est le cas de Shopopop. Enfin, voilà, au passage, on a levé, comme on pourrait mettre au cumul, 26 millions. Ça reste une très grande somme. Ouais. Et quand on met ça au regard de d'autres boîtes, ça reste assez Ouais. conservateur, petit. Et en même temps, c'est très bien. Ça nous a permis de prendre, je pense, des décisions rationnellement. T'es rentable aujourd'hui?
Ouais, Ok. ouais, on est rentable. Donc ça, c'est. Depuis quasiment le début? Non, 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 on a eu une phase de rentabilité qu'on avait passée pendant le Covid. On a réinvesti, on a fait l'expansion aussi à l'étranger. Donc aujourd'hui, en termes de rentabilité opérationnelle, on va dire au mois le mois, oui, on est repassé au-dessus du zéro. Ok. Donc ça, c'est cool. Et pour finir sur l'histoire, c'est que on a vu aussi des effets de hype ou pareil de tendance avec des levées de fonds hallucinantes. Nous, Ouais. notamment dans des environnements assez proches, quand on parle du quick commerce, donc les plateformes qui font la livraison en 10-15 minutes, plutôt présents sur Paris ou les grandes agglos, Cajou, etc. Cajoo, Gorilla, Ouais. Flink, Ouais. Getir, etc. Là, on parle de levée, on parle de milliards. Voilà. Est-ce Et que c'est tu que des penses- Françaises? Non, non, c'est Français des boîtes qui sont étrangères. Ok. Qui sont étrangères. Ok. Et la dernière en date, c'était Gorilla qui était vraiment le mastodonte, dernière levée 960 millions. Et là, ils sont en train de se faire acheter par Getir. Et en fait, ils ont absolument rien prouvé. Et le modèle de rentabilité, il est inexistant, quoi. Mais parce que super tendance, parce que Ouais. il y a une course à la conquête de marché, il faut Ouais. avoir de l'argent, faut dépenser. Bah ouais, mais la vérité derrière, c'est qu'elle est un peu moins belle, quoi. Est-ce Ouais. que tu penses que l'excès de liquidité qu'on a connu, alors plus aujourd'hui depuis 1 an et demi, mais qu'on a connu pendant une dizaine d'années, avec de l'argent trop facile, trop accessible, avec des taux très bas, a fait un excès de liquidité qui a bénéficié les startups, tu penses? Je sais pas si c'était une mauvaise chose. Il y a peut-être eu une facilité à aller chercher de l'argent, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore plus d'argent qu'avant. Parce que vu que les investissements sont un peu moins Ouais. réguliers, récurrents, la capacité financière d'investissement est logiquement plus forte quand Ouais. on fait le cumul sur cette poche d'investissement globale. Donc aujourd'hui, c'est plutôt la rationalisation qui Ouais. revient un peu en avant. Ouais, C'est-à-dire on met l'arbitrage un est là, ouais. euro dans des projets où on a un peu plus de solidité sur la preuve de concept, le business model, les preuves de traction, l'atteinte d'un seuil de rentabilité. Il suffit plus. Non, je pense que l'idée suffit plus. Il y a encore, et heureusement, des investissements qui sont faits en, on va dire, en pré-seed ou Ouais. en très early stage. Désolé pour les anglicismes, mais au tout démarrage. Tu te la pètes un peu, je trouve. Et pourtant, on est les premiers à dire que c'est un peu chiant ce discours-là, mais c'est le discours de l'environnement. Mais pour des projets qui se lancent, donc en tout début, et on a un bel exemple à Nantes parce qu'on est plusieurs entrepreneurs à avoir monté un petit véhicule qui s'appelle Premier Étage, Ok. qui finance justement des projets qui vont être au tout démarrage, principalement dans la tech. Donc, t'es business angel. Et ça permet de financer des entrepreneurs qui ont une belle idée, un truc à tester. Et après, ça passera pour les phases business angel, éventuellement fonds d'investissement. Mais il faut toujours réussir à financer un peu le début, quoi. J'ai une question justement sur la route et sur le fonctionnement. Est-ce que le service que tu fournis aujourd'hui, est-ce que c'est le service que tu as imaginé à la création? Est-ce qu'il a un petit peu évolué, un petit peu changé? Qu'est-ce qui a... Non, zéro pivot. Ok. Zéro pivot. Énorme. C'est-à-dire que Ouais, ça, c'est assez ouf. page de démarrage, on dit on va livrer par des particuliers des courses alimentaires au départ des magasins. 8 ans après, on fait encore 95% de notre chiffre d'affaires sur la livraison alimentaire par des particuliers au départ de magasins. Donc en fait, il n'y a jamais eu de pivot sur le modèle. Le plus grand pivot qu'on a opéré, ça a été de dire ce service-là, historiquement, on le proposait, on va dire, gratuitement aux magasins et aux enseignes. Le moment où on a commencé à le faire payer, c'est le moment où on a commencé à faire la croissance. Et il y a une phrase qui a résonné à cette époque-là et que je garde encore aujourd'hui, qui a été une phrase de Pierre Vollet, qui a été un de nos premiers accompagnateurs dans le cadre de Réseau Entreprendre et aussi business angel, investisseur aujourd'hui chez Shopopop. C'est tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Et donc en gros, l'image qu'on s'était donnée à l'époque de on va proposer notre service au magasin, il faut qu'on fasse nos preuves, donc on ne va pas faire payer, on essaiera de prendre une petite commission sur les livraisons, etc. Ça a été, je pense, d'une certaine manière une erreur qu'on a bien fait de faire. Et à partir du moment où on a commencé à faire payer les magasins, boum, ça a pris son envol, quoi. Cet abonnement au magasin, aujourd'hui, elle représente combien de pourcentage de ton chiffre d'affaires? Je n'ai pas les grandes masses en tête, sachant qu'en plus, ce système d'abonnement, il a un petit peu évolué parce qu'on est dans un marché où on est quand même sur du consommable. Donc les magasins aujourd'hui, à quelques exceptions sur certaines enseignes, payent plutôt juste un coût à la livraison. Il y a encore D'accord. dans certains cas des abonnements. Mais l'abonnement, il est plutôt là pour une logique d'engagement et la logique de service et d'accompagnement qu'on a valeur autour. d'apporter Voilà. Le service C'est client, quoi, etc. c'est quoi les marges à peu près sur une livraison Je- en marge brute? Ça restera confidentiel. Ok. Aujourd'hui, on n'a pas précisé, vous êtes 160? Un peu moins d'être 150 aujourd'hui, Ok. répartis sur 7 pays. Donc on a de l'activité principalement sur la France. On opère sur le Benelux, donc Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Ok. Ça représente combien en chiffre d'affaires si tu avais des stats à donner par pays?
En répartition aujourd'hui, 90% est sur la France, les 10% après se répartissent sur les différents pays. Tous les pays n'ont pas le même niveau de maturité. Aujourd'hui, l'Italie et le Benelux sont les pays qui ont, on va dire, la plus belle traction croissance qu'on a encore besoin de tirer. L'Espagne est en train de faire cette preuve de concept, donc on cherche à nouer nos premiers partenariats nationaux avec des distributeurs. Donc il y a des distributeurs français qui sont implantés là-bas, mais on essaye aussi d'avoir les distributeurs locaux. Si tu vas en Espagne, tu connais certainement Mercadona pour tes courses en vacances. Ouais. Voilà. Bah, j'y vais ce soir. Ok. Et en Allemagne, qui est le dernier pays qu'on a lancé, pareil. On est en train de chercher à nouer nos premiers partenaires. Et je suis revenu de Paris pour toi hier soir. C'est très gentil. T'imagines? Ça se fait bien en train aujourd'hui. Pas du tout. Oh là là, le con. Tu veux rigoler? Hier soir. En plus, je l'ai vu passer le train tout à l'heure. Il m'a donné mal à la tête. En fait, j'ai pris un train. Et donc, vu que j'ai TGV Max, je paye pas. Tu dois connaître TGV Max. Du coup, je paye pas les trains. Sauf que là, il n'y avait pas de train pour rentrer. Et donc, moi, vu que je suis pas du genre très dépensier, je prends le train le moins cher. Ça veut dire radin. T'as pris un Ouigo. J'ai pris un Ouigo. Sauf que, non, mais attends, les Ouigo, c'est plus les Ouigo de l'époque. À l'époque, les Ouigo, c'était des TGV classiques. J'avais pas regardé. J'ai mis 4 heures à rentrer de Paris, 4h10. Okay. En fait, c'est les trains régionaux, les TER, qu'ils ont transformés, ils les ont peints en Ouigo. Et du coup, tu t'avances à 100 km/h. J'ai un fait petit peu Orléans, Blois, machin. C'était l'enfer. J'ai le dos en vrac à cause de ça. C'est interminable. J'arrive à 22h15 hier soir, je suis parti à 18h08 de Paris. Ah non, c'était l'enfer. Enfin, bref, du coup, tu vois, je fais l'effort pour venir exprès pour l'interview. Parce qu'on n'arrivait pas. Tu peux covoiturer pour rentrer du coup. Bah, je vais essayer de voir si je peux enchaîner les Shopopop. Tu peux faire une petite livraison Shopopop, comme Ouais. ça tu te rembourses un peu le billet. La prochaine fois. D'ailleurs, sur 10 euros, le client il perçoit 10 euros ou tu prends aussi une commission là-dessus? On a une petite commission donc on prend sur le pourboire, on va dire, que perçoit l'utilisateur. En l'l'occurrence, ça va t'appelles être ça un pourboire? Ouais, juridique. on appelle ça un pourboire. En réalité, c'est une contribution aux frais, un dédommagement, peu importe comment on l'appelle, mais c'est surtout pour faire le distinguo avec une notion de revenu. De rémunération, salaire, c'est pour ça. Pas le revenu. D'où la limitation aux 3000 Exactement. Ouais. Mais globalement, cette commission, elle va osciller, c'est pareil, en fait, en fonction du dédommagement qu'on va donner sur la distance de livraison, la typologie des produits. Dans certains cas, on va prendre quelques centimes. Des fois, rien du tout, parce qu'on va redonner 100% à la personne. Et autrement, on va être à 20% à peu près de commission. Ce qui est assez standard aux plateformes type Blablacar, Airbnb sur les frais de service. Ouais, c'est vrai. Bah, Airbnb, je crois que c'est 18%. Ouais, oui, je crois qu'il doit être à 18. Blablacar de mémoire était à 20. Je ne sais pas si ça a changé. Mais peut-être augmenté. Hein. Ouais, ça tourne entre 15 et 20 globalement. C'est plus cher qu'avant. D'ailleurs, il y a une boîte, la Carrosse, je ne sais pas si vous avez entendu, qui vient de se lancer. Ouais. Donc le marché va peut-être être un peu... Il y a des logiques d'acquisition aussi. Hein. Enfin, tu as des acteurs qui sont rachetés aujourd'hui par les gros. Blablacar a fait encore une acquisition là récemment pour pareil, se renforcer sur les logiques un peu du trajet quotidien, le covoiturage quotidien. Donc il y a plein de choses. Ouais. Tu évolues bien aujourd'hui dans cet environnement startup. Vous avez des groupes de start-upers qui existent où vous voyez une fois par mois. Tu as des clubs, tu as quelque chose. Comment ça évolue aujourd'hui? Si on se positionne à l'échelle locale, sur Nantes, on va dire que l'écosystème il est assez petit et on a la chance d'être assez proches les uns des autres. Donc, que ce soit en termes d'accessibilité, pour avoir des conseils, pour échanger sur des problématiques. Donc, sans parler forcément de club, il y a des instances, ou du moins en l'occurrence, c'est une association qui s'appelle la Cantine Numérique à Nantes, qui justement fédère un peu cet écosystème-là. Ils organisent des événements, donc on peut se retrouver dans des événements. Le prochain d'ailleurs, je vais faire un petit peu de pub, c'est le Web Today, qui est un des plus gros événements digital en France. Donc c'est un chouette festival. Et après, on se retrouve sur des moments comme ça. Et on se le crée aussi nous-mêmes, c'est-à-dire qu'entre entrepreneurs de la tech ou pas forcément de la tech, on s'organise des petits trucs, des apéros. Oui, j'imagine qu'il y a certains qui ont de l'affinité. Ouais, c'est ça. T'as un problème. Ouais. Okay. Puis on se retrouve assez présent aussi dans les réseaux. Il y a effectivement la cantine donc, qui fédère à travers le côté associatif. Il y a Réseau Entreprendre qui a vocation aussi à accompagner des porteurs de projets, des entrepreneurs. Antoine, du coup, nous on est lauréat Réseau Entreprendre il y a quelques années et on est passé aussi dans la case mentor. Donc Antoine accompagne des lauréats de Réseau Entreprendre. Moi je le fais aussi, mais c'est pas moi qui suis référent Réseau Entreprendre, mais j'accompagne aussi des porteurs de projets. Je suis mentor sur le programme My Amateur, donc un programme pareil qui accompagne des gens porteurs de projets au tout démarrage, qui là est porté par la Cantine Numérique. Et je suis aussi au sein du CJD, donc le Centre des jeunes dirigeants, où là on sort un peu du côté tech startup, mais c'est l'entrepreneur et le dirigeant dans sa fonction de dirigeant et dans son on va dire expérience assez récente et assez jeune. C'est Centre des jeunes dirigeants, pas forcément par l'âge, mais par l'expérience du rôle de dirigeant. Puis avec un côté transmission au CJD, il me semble.
Ouais, il y a de la transmission avec les aînés, ceux qui rentrent. C'est un système de promotion, donc tous les ans, il y a des nouveaux qui arrivent. Et pareil, on a des affinités qui se créent en fonction de nos environnements, des personnes et autres. Donc, Après, c'est de la relations humaines, tout simple. exactement. Moi, j'ai des questions un peu indiscrètes. Pour voir la suite de cet épisode, ça se passe sur Spotify. L'occasion pour toi de t'abonner au podcast et surtout de mettre 5 étoiles. Et si tu veux reprendre l'épisode à cet endroit précis, rends-toi à 1 heure, 5 minutes et 30 secondes. À tout de suite.